Aujourd'hui, c'est le 5e podcast Nutri et nous allons parler d'hormonothérapie. Mieux vivre l'hormonothérapie grâce à la nutrition, tout un programme. Ah, cette chère hormono, il y a tant à dire et surtout beaucoup d'aide à apporter. Comme pour les 3 premiers podcasts Nutri et Cancer, j'accueille Camille, diététicienne nutritionniste, nutrithérapeute et détentrice d'un master en santé publique, et Stéphanie, ingénieure chimiste et fondatrice de la plateforme Zest, que nous prendrons le temps de vous expliquer. Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Le podcast qui parle de coups durs, de rebonds et de la maladie autrement. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des experts, des philosophes qui j'espère vous feront du bien. Vous entendrez aussi des hommes et des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et des héros du quotidien qui gèrent et qui galèrent, comme vous, comme moi. Ils s'écroulent parfois et ils se relèvent. Le premier épisode était sur la prise de poids et le cancer et la prise de poids et l'hormono. Dans le 2e épisode, nous avons décodé le vrai du faux en parlant bien évidemment du sucre, du fameux jeûne et du régime cétogène. Le 3e épisode était plus général et s'adresse aussi aux personnes qui ne sont pas touchées par la maladie, puisque nous avons parlé de l'assiette idéale avant, pendant et après un cancer. Et donc, il y a aussi un focus sur la prévention. J'ai enregistré le 4e podcast sur la dénutrition avec Alix, diététicienne à Léon Bérard, et nous voilà pour le 5e. Ah là là, tant de confusion en nutrition et cancer. Et c'est très important de s'entourer de personnes sérieuses et compétentes qui connaissent bien l'oncologie et qui allient plusieurs approches, le médical, le scientifique, le diététique et la nutrithérapie, qui consiste à parler de la qualité nutritionnelle des aliments. J'insiste sur le fait que dans ce podcast, on ne parle pas de quantité, mais toujours de qualité des aliments. Avant de démarrer l'interview, j'aimerais vous parler de la plateforme Zest, créée par Stéphanie. Zest est l'unique plateforme cancer et nutri et troubles chroniques, en ayant commencé par le cancer. Elle propose du contenu scientifique, des conseils nutritionnels et des recettes 100% personnalisées à vos symptômes, carences, préférences et au moment où vous en êtes dans le parcours de soins. Et en plus, elle permet de vous faire livrer les ingrédients des recettes pour moins de charge mentale et nous savons tous que c'est bien précieux pendant la maladie et après. Zest s'engage à vous offrir un mois gratuit, rempli de lectures bien utiles, de conseils, de recettes adaptées à vos préférences via le code soutien au singulier, un mot qui nous correspond bien. Ce code est à introduire après avoir choisi l'abonnement Zest Santé. Alors à l'attaque, un sujet super important, mieux vivre son hormonothérapie grâce à la nutrition. C'est un des aspects qui peut nous aider à mieux vivre ce traitement qui dure 5 à 10 ans et disons-le, on a toute hâte que ça se termine. Il y a bien sûr d'autres facteurs à considérer tels que l'activité physique, une bonne hygiène de vie, un bon sommeil, une bonne gestion du stress. Nous reparlerons de tous ces aspects dans d'autres podcasts et nous en avons d'ailleurs parlé dans certains podcasts. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la partie Nutri. J'espère du fond du cœur que ce podcast vous aidera et répondra à vos questions. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Stéphanie. Bonjour Delphine. Bonjour Camille. Bonjour. Trop chouette de se retrouver en fait pour le 5e podcast Nutri et le 4e avec vous. Il y a eu un podcast avec Alix sur la dénutrition, comme j'ai dit dans l'intro. Alors aujourd'hui, ce fameux sujet, l'hormonothérapie. Comment est-ce qu'on commence ? Alors, l'hormonothérapie, comme beaucoup d'entre vous savent, effectivement, il y a 2 types de cancers du sein. Il y a les cancers qui sont hormonodépendants et il y a ceux qui ne le sont pas. Et du coup, quand on est sur un cancer hormonodépendant, ça veut dire que les cellules cancéreuses du sein notamment sont vraiment sensibles aux œstrogènes, dans ce cas-ci par exemple, et justement s'en nourrissent malheureusement pour grandir et se multiplier. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'après tous les traitements que vous avez eus, on vous met souvent sur des traitements de long terme de maintenance d'hormonothérapie pour justement empêcher que les œstrogènes continuent potentiellement justement à alimenter ces récepteurs sur vos cellules cancéreuses. Juste une petite question Stéphanie, donc c'est si potentiellement il y a encore des petites cellules cancéreuses dans le corps,
s'il y a encore des œstrogènes dans le corps, ça enflamme ces cellules en fait. C'est ça. Donc j'imagine qu'après toutes les chimios et les autres traitements, pour s'assurer que si jamais il y a des résidus, comme tu le dis très bien, qu'on n'alimente pas ces résidus avec des œstrogènes circulants. Donc c'est de la mauvaise nourriture en fait. Les œstrogènes sont la nourriture. En fait, c'est de la bonne nourriture pour nous les femmes, mais c'est de la mauvaise nourriture pour les cellules cancéreuses. Quoi. Exactement. Et donc après c'est une bonne nouvelle parce qu'on a justement du coup des traitements qui empêchent ça. Donc en général, justement, être sous hormonothérapie, c'est aussi une bonne nouvelle. Mais donc ici, oui, mais c'est vrai. C'est vrai par rapport au triple négatif. Souvent on a un traitement plus efficace, mais malheureusement on en parlera, beaucoup d'effets secondaires. Mais c'est bien de le mentionner parce que c'est vrai que c'est une chance par rapport à celles qui ont un triple négatif, mais bon, c'est pas toujours vu comme une chance à cause des effets secondaires et on en parlera et on aura des solutions pour vous. Exactement. Et du coup, ici, dans l'hormonothérapie, le but, c'est sur une longue durée, 5 à 10 ans parfois, de pouvoir justement bloquer ou en tout cas empêcher ces œstrogènes d'alimenter ces potentiels résidus. Et il y a 2 systèmes différents. Donc, il faut imaginer ici que les œstrogènes sont un petit peu des clés qui rentrent dans des serrures, qui sont les récepteurs à œstrogènes sur les cellules cancéreuses de vos seins notamment. Et il y a 2 systèmes qu'on peut faire. Soit on bouche la serrure, on empêche le récepteur d'être réceptif à ces œstrogènes, ou alors on empêche les clés d'arriver et donc les œstrogènes. Et donc ici, vous allez voir donc 2 systèmes dans lesquels vous avez de multiples traitements. Si on veut boucher justement les serrures, on a ce qu'on appelle des traitements anti-œstrogènes. Donc certains reconnaîtront le tamoxifène ou le Nolvadex. Ce sont des molécules en fait qu'on appelle des molécules compétitrices de l'œstrogène et qui vont prendre la place des œstrogènes dans les récepteurs pour empêcher ces récepteurs d'utiliser l'œstrogène comme fioul. Donc en fait, on produit quand même les œstrogènes. Bien d'accord. Dans ce cas-là, on les produit, mais les serrures sont bouchées, quoi. Ah, c'est déjà occupé. C'est déjà occupé. Donc, les œstrogènes se baladent, mais elles ne sont pas, comment est-ce qu'on dit, synthétisées ou elles n'ont pas. Non, elles savent pas s'accrocher au récepteur et donc elles ne savent pas être actives. Elles sont bouchées par une molécule qui lui ressemble et qui est compétitrice et qui a été plus vite dans cette serrure-là. Oui, ok. En tout cas. Donc ça, c'est la première partie. Et c'est vrai que souvent on le propose aux femmes non ménopausées, justement, parce que ça limite en tout cas le fait que ça produise toujours des œstrogènes, mais l'action sur les cellules cancéreuses est éteinte. Ok, parfait. L'autre mécanisme, comme je disais, c'est qu'on peut arrêter la production d'œstrogènes et donc arrêter cette production de clés qui vont nourrir ces cellules cancéreuses. Et là, on a 2 systèmes. Alors, je vais pas essayer de rentrer dans trop de détails, mais c'est vrai qu'on a un premier système qui sont les molécules agonistes de la LHRH. Donc, pour les femmes qui ne sont pas encore ménopausées, notamment, nous, on produit beaucoup d'œstrogènes via les ovaires. C'est tout un système un petit peu complexe qui démarre du cerveau où une molécule donne un signal à une autre molécule qui s'amuse à donner d'autres signaux jusqu'à ce qu'on arrive aux ovaires. Et le premier signal, la première hormone qui donne ce signal, c'est la LHRH dans l'hypothalamus. Et donc, si on empêche la LHRH d'une manière ou d'une autre de donner ce signal, et ben du coup, finalement, au bout de la chaîne, on empêche les ovaires de produire des œstrogènes. Wow. Et donc, les agonistes de la LHRH font ça. C'est pas qu'ils ne permettent pas à la chaîne de commencer, mais ils vont justement la saturer et donc la perturber énormément, ce qui fait que le cerveau va dire « je ne réponds plus et je ne produis plus d'œstrogènes et je ne commence pas la cascade ». Ok, donc ça c'est le deuxième, les anti-aromatases en fait. Donc non, ceux-là, c'est les agonistes de la LHRH. Ah, ça c'est encore un autre, c'est un autre médicament. Ça. Voilà, tout à fait. Et c'est le Zoladex. Je connais pas bien mal son. Ouais, c'est le Zoladex. Ouais, c'est ceux qui ont des molécules appelées le Zoladex. Voilà. Bon, mais je connaissais pas bien mal son. Donc en fait, il y a 3 mécanismes. Hein. On est bien d'accord. Exactement. Voilà, ok. Zoladex pour ce deuxième mécanisme. Et puis, j'imagine qu'on arrive aux anti-aromatases maintenant. Oui. Exactement. Donc, certaines reconnaîtront les médicaments type Femara, Letrozole, Anastrozole, Exemestane, etc., qui sont justement donc ce qu'on appelle des anti-aromatases. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est sur une femme principalement ménopausée. Comme je disais, quand on n'est pas ménopausé, les œstrogènes viennent principalement des ovaires. Si on est ménopausé, les ovaires, on dit, voilà, moi, j'arrête de produire des œstrogènes, mais vous aurez toujours un tout petit peu d'œstrogènes dans votre corps, parce que les glandes surrénales, donc qui sont auprès des reins, vont justement aider à produire une autre hormone qui s'appelle les androgènes, qui vont être transformées en œstrogènes, avec des aromatases. Donc, si on veut empêcher les androgènes de produire des œstrogènes, on bloque les aromatases, qui est donc cette enzyme qui active ce changement, via des anti-aromatases. Donc, c'est vraiment juste un autre système qui empêche lui aussi, comme les agonistes de la LHRH dont on parlait, de bloquer la production d'œstrogènes, mais la bloquer ailleurs que dans les ovaires, la bloquer au niveau des glandes surrénales. Des glandes surrénales, parce que exactement. C'est des femmes ménopausées. Donc là, je comprends les 3 mécanismes. Merci d'ailleurs de les expliquer de manière simple. C'est vrai que c'est parfois plus facile avec un schéma, mais j'entends qu'il y a souvent des combinaisons, hein, donc de l'un et l'autre, parce qu'il y a 3 mécanismes, mais parfois il y a des femmes qui ont de l'anti-aromatase couplée avec le Zoladex. Donc c'est juste, hein? Ouais.
Tout à fait. Donc, en fonction de votre âge, justement, de si vous êtes en ménopause, en préménopause, j'imagine que dans ce cas-là, votre médecin vous suggère en général pour plus d'efficacité, une potentielle combinaison, même de ces 3 traitements ou 2 de ces 3 traitements. Donc, vous pourriez vous reconnaître dans plusieurs de ces options. Mais alors, donc, finalement, on est des femmes, on a besoin d'œstrogènes, on produit des œstrogènes, on essaiera toujours de produire des œstrogènes. On comprend facilement que quand on nous enlève ces bons... on dit une ou un œstrogène ? Une ? Non ? Je sais pas, des œstrogènes, on dit. Voilà, quand on nous enlève ces œstrogènes, il y a évidemment des effets secondaires. Donc, c'est ce qu'on remarque le plus chez Zest aussi, c'est qu'on a beaucoup de patientes en hormonothérapie et on se rend compte que les effets secondaires de cette hormonothérapie sont déjà difficiles à supporter et sont souvent peu discutés et acceptés dans le parcours de soins médical. Or, on sait que, justement, le problème, comme vous l'aurez compris, c'est que quel que soit le mécanisme que vous avez, donc soit on bloque l'arrivée des œstrogènes ou on bloque leur production ou on bloque les récepteurs, quelque part, de toute façon, ça vous balance dans une préménopause ou une ménopause. On va dire plus une ménopause... assez forte en fait parce que j'aime bien faire la séparation entre une femme ménopausée naturellement, elle a encore les œstrogènes produits par les surrénales, la femme ménopausée par une ménopause chimique, il y a vraiment plus rien quoi. Donc en fait la ménopause est quand même plus forte quoi. Mais surtout qu'elle est plus brusque. Elle est brusque et forte, oui. Voilà, exactement. Normalement, la ménopause se passe en quelques années ou quelques mois. Voilà. Ici, en un coup, on va dire à votre corps ne produit plus d'œstrogènes. Et donc, effectivement, ça vous balance directement à l'étape finale, entre guillemets, de la ménopause, avec tous les effets secondaires qui arrivent de manière très, très, très brusque. Mais à la ménopause, il y a encore les surrénales qui produisent. De quelqu'un qui n'est pas sous hormonothérapie. Donc, il y a encore un petit peu d'œstrogène. C'est ça. Ça veut dire que quelqu'un sous hormonothérapie n'en a vraiment plus, quoi. Voilà, tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'en fonction des traitements que vous avez, vous aurez plus ou moins ces symptômes de ménopause qui arrivent plus brusquement, moins brusquement. Si vous avez un traitement et pas un autre, il se peut que vous en ayez moins d'effets secondaires. Donc ça dépend de si vous êtes déjà en ménopause vous-même, de quel traitement vous avez. Mais dans tous les cas, ce qui se passe, c'est que quel que soit le mécanisme qu'on vous a proposé, ça vous balance effectivement très brusquement dans un état nouveau pour votre corps qui du coup induit énormément d'effets secondaires qui sont ceux en général de la ménopause. Donc c'est très très brusque pour les femmes et nous on remarque que c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment accompagné, expliqué et compris, surtout que ça dure des années. Oui, et il y a toujours j'étais en train de regarder une conférence sur l'hormonothérapie. Il y a ce décalage entre le médecin qui a des préoccupations sanitaires, en fait, de soigner la maladie, que la maladie ne revienne pas, et le vécu de la patiente, qui est sa vie de tous les jours, qui est son confort, qui est sa qualité de vie. C'est assez compliqué, et souvent ces effets secondaires sont sous-estimés à cause de ce décalage, justement. Donc, tout à fait. Les priorités sont différentes, quoi. Et on remarque, nous, chez Zest aussi, qu'il y a, et sur ton groupe de soutien, je sais, il y a de nombreuses femmes dans ce cas-là, c'est difficile aussi de supporter le traitement sur 5-10 ans quand on a autant d'effets secondaires. Et ce qu'on veut apporter ici, c'est un éclairage de pourquoi ces effets secondaires vous arrivent, que c'est tout à fait normal, vous n'êtes pas responsable de ça, mais aussi que la nutrition peut vraiment aider, on l'espère en tout cas, en partie, à alléger ces symptômes au quotidien pour vous aider aussi à pouvoir continuer le traitement et pouvoir limiter vos chances de récidive, vu que c'est à ça que ça sert, effectivement. Bon, mais donc on va passer aux effets secondaires, j'imagine. Hein. Oui, et peut-être avant de mentionner aussi, pour ne pas faire peur à celles qui vont commencer, ça se passe plus ou moins bien pour la majorité des personnes, hein, quand même, l'hormonothérapie. Donc on va pas diaboliser, on est là pour vous aider, vous apporter des solutions avec la nutrition, mais évidemment sur Internet, sur Google, sur partout, celles pour qui ça se passe bien, elles prennent pas le temps d'écrire. Donc on a souvent les témoignages négatifs, mais il y a quand même beaucoup de personnes pour qui ça se passe bien, ou qui ont un effet secondaire, ou léger, enfin pas toute la liste des effets secondaires. C'est vrai que, en tout cas, sous ces traitements-là, on remarque qu'il y a des personnes qui ont beaucoup d'effets secondaires, d'autres quasiment pas ou très peu. Et donc, ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Et ici, le but n'est pas du tout de vous faire peur, mais justement d'accompagner celles qui se sentent un peu seules dans leur quotidien avec ces symptômes-là et qui en souffrent et de voir comment on peut les aider à les soulager. Bon, mais super. On passe aux effets secondaires, là, alors. Mais tout à fait, mais donc comme on disait, le fait d'avoir une brusque entre guillemets préménopause ou ménopause vous balance quelque part dans les symptômes qui viennent avec. Et effectivement, la ménopause s'accompagne de plusieurs types de symptômes, de nouveau d'une gravité ou d'une sévérité plus ou moins importante pour certains types de personnes. Et en fait, la première chose à savoir, c'est que la ménopause induit en fait de nombreux changements métaboliques et de nombreux changements hormonaux. Les deux principaux, par exemple, c'est que vous allez avoir une redistribution des graisses corporelles. Donc ça arrive à tout le monde. Ça fait tout à fait sympa quand on entend ça.
Voilà. Donc, en fait, où est-ce qu'elle se distribue? Où est-ce qu'elle va? De où elles vont. Ça peut être sympa pour certaines personnes. Justement, donc nous, les femmes, on sait que quand on devient pubère, etc., on remarque qu'on commence à avoir des hanches, des cuisses, etc. Donc, c'est aussi normal et naturel. C'est parce que justement, ces zones-là sont aussi plus riches en récepteurs d'œstrogènes. Voilà. De nouveau, on imagine que si on n'a plus d'œstrogènes ou que les récepteurs sont bloqués, les zones, en tout cas, des hanches, des cuisses, etc., vont être, en tout cas, moins stimulées. Et ce qui se passe, c'est qu'on observe que chez la plupart des femmes, il y a vraiment une redistribution de là où la graisse se met pour aller plus dans le côté ventral, donc dans le ventre, le petit bidou. Et apparemment, voilà, c'est tout à fait logique pour la plupart des femmes et naturel. Et la deuxième chose qui se passe aussi, qu'on remarque, c'est une perturbation des lipides sanguins. Donc la façon donc les lipides, ce sont les graisses, mais dans votre sang. Et en fait, il y a la ménopause s'accompagne, on l'observe par un changement de votre profil de vos graisses dans votre sang, et donc ça a un impact notamment sur le risque cardiovasculaire. On remarque effectivement qu'il y a parfois plus de chances d'avoir un risque cardiovasculaire en ménopause, notamment avec cette redistribution des graisses dans votre sang. Et ça n'a rien à voir avec le poids. C'est simplement il y a un peu plus de risque cardiovasculaire, ou c'est lié au poids? Non, mais comme il y a beaucoup de choses qui se passent, on ne sait pas encore aujourd'hui dans les études dire qu'est-ce qui est responsable de quoi. Ce qu'on sait pour sûr, c'est qu'il y a une redistribution des graisses au niveau du corps, de là où elle se met, oui, et dans le sang. Et on remarque effectivement que ça s'accompagne souvent d'une augmentation de risque cardiovasculaire, oui, et d'une prise de poids. Mais par exemple, la prise de poids, et je veux rassurer aussi la plupart des femmes qui en auraient peur, on ne sait pas encore l'expliquer à 100%. On pense que c'est dû notamment à cette redistribution de graisse, mais on remarque que ça s'accompagne pas toujours de la ménopause. Et donc, est-ce que c'est une conséquence? Est-ce que c'est aussi dû peut-être potentiellement à un changement d'activité physique avec l'âge pour celles qui sont ménopausées? Donc voilà, c'est multifactoriel, mais effectivement, on remarque qu'il y a une prise de poids qui vient en général avec pour certaines personnes. Voilà, de nouveau, parce que c'est vrai que Daphné, dans son podcast sur l'hormonothérapie, avait dit, écoutez, toutes les femmes ménopausées ne sont pas grosses, ne sont pas épuisées, ne sont pas pleines de rides, n'ont pas un énorme ventre. Donc, de nouveau, on est dans du cas par cas ici, quoi. Voilà, tout à fait. Et c'est pareil pour le risque cardiovasculaire. On remarque que souvent, il y a une augmentation du niveau de cholestérol, mais aussi en général avec l'âge et la ménopause. Voilà. On pense que l'œstrogène aurait un impact sur la régulation du cholestérol. Donc, on se dit, c'est peut-être ça. En général, il pourrait favoriser le bon cholestérol et défavoriser le mauvais. Donc, si l'œstrogène disparaît ou est bloqué, potentiellement, ça peut, comme on disait, faire changer les taux de cholestérol dans votre sang. Mais à nouveau, c'est pas prouvé à 100%. On remarque juste que ça arrive. Et donc, ça arrive clairement pas à tout le monde. Et comment ça se fait qu'il y a encore tellement d'incertitudes par rapport à tous ces... il y a beaucoup de mécanismes qui sont pas encore compris, en fait. Non, il y a beaucoup de mécanismes qui sont pas compris. Donc, il y a des choses qu'on remarque biologiquement. Oui. Je vais parler d'autres effets secondaires, notamment comme les sautes d'humeur, des choses comme ça, où on sait que les œstrogènes ont un impact dans le cerveau, etc. Donc, il y a des choses qui sont prouvées, mais d'autres sur notamment la prise de poids, qui finalement, peut-être bonne nouvelle, c'est pas prouvé comme un lien de cause à effet. Et donc, on va le ressentir pour certaines personnes, mais pas pour toutes. Et donc, à nous aussi d'accompagner au niveau nutrition et de voir comment changer juste la façon de manger. Parce que oui, le corps change, les graisses se redistribuent, mais peut-être que si on accompagne ça d'une bonne hygiène de vie, en fait, on voit aucun impact sur le poids. Donc, c'est vraiment un moment de prendre soin de soi. Un peu plus, hein. Tout à fait. On rentre dans la deuxième partie de sa vie, donc voilà. Est-ce que tu peux avant de continuer cette liste d'effets secondaires, expliquer un petit peu ce que Zest fait, oui, tout à ce que fait. Zest peut offrir par rapport à tout ça? Donc nous, on a créé effectivement une plateforme de nutrition personnalisée justement pour vous donner des conseils nutritionnels pointus sur base de tous vos paramètres. Donc justement, le fait d'arriver comme ça soudainement avec potentiellement plusieurs symptômes, c'est compliqué de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour tel symptôme, pour tel symptôme. Donc nous, on englobe tout votre état de santé, vos symptômes, mais aussi si vous avez trop de cholestérol, si vous avez des restrictions alimentaires, si vous avez telle ou telle maladie, pour pouvoir vous proposer justement des conseils via des articles de santé, des blogs, des conseils nutritionnels, hygiéno-diététiques, mais aussi des recettes et même des listes de courses et des livraisons. Donc le but, c'est d'être vraiment la plateforme 360 degrés qui vous offre un accompagnement de A à Z par rapport à qui vous êtes et ce que vous ressentez, avec aussi une option de coaching en ligne via des nutritionnistes pour vous motiver et vous suivre de plus près. Parce qu'en fait, finalement, c'est impossible. Si on a, par exemple, 4 effets secondaires, se dire, je dois manger ça dans tel cas, ça dans tel cas, ça, enfin, c'est impossible. Donc, en fait, là, la plateforme calcule tout pour nous, quoi. Exactement. C'est ce que vous allez voir ici par la suite. Camille va justement vous donner des premiers conseils par rapport à ces symptômes-là. Moi, en tout cas, je trouve ça difficile parfois de se dire, pour celui-là, il faut boire plus, pour celui-là, il faut faire ça. Et donc, combiner tous ces conseils ensemble, c'est compliqué. Et se dire, qu'est-ce que je mets dans mon assiette? Oui. Et c'est ce que Zest propose, vraiment, une recette, 2 recettes, 10 recettes, 50 recettes. Vous en avez à l'infini, ainsi que des conseils pour pouvoir vous permettre d'actionner facilement des conseils qui vous font du bien. C'est génial. C'est génial. Alors, suite des effets secondaires.
Donc effectivement, donc j'ai parlé un peu du poids et des graisses. Il y a d'autres effets secondaires que peut-être vous avez déjà maintenant, ou peut-être pas, et tant mieux. Il y a la bouffée de chaleur, très connue aussi à la ménopause. C'est pas non plus élucidé comme mécanisme, mais par contre, on se rend compte que de nouveau, les œstrogènes ont un impact sur le système thermorégulateur du corps, et que donc, s'il y a plus d'œstrogènes, ce système-là se dérègle un peu. Il y a des gens qui ont pareil quand ils ont leurs règles, ou avant ou après, ils commencent à suer. Donc on sait qu'en tout cas, les changements hormonaux ont un impact là-dessus. Saut d'humeur, pareil. Ouais. Et même dépression. Donc, il y a apparemment aussi pas mal de femmes qui vraiment se sentent un petit peu dépressives à la période de la ménopause. À nouveau, pas tout le monde. Aussi des femmes qui ont peut-être eu des épisodes par avant. Et on pense que c'est parce que l'œstrogène affecte les voies de régulation de l'humeur au niveau du cerveau. Donc, l'œstrogène a vraiment beaucoup d'actions dans le corps. Beaucoup de bonnes actions, en fait. Voilà. Mais attention, vous n'allez pas devenir dépressive en sous hormonothérapie. Loin de là. Je pense que c'est juste que si jamais vous sentez que votre humeur est affectée, dites-le à votre famille et vos amis que c'est pas votre faute. Et puis, il y a un paquet de solutions aussi pour ça. Donc, tout à fait. On va déjà parler de Nutri, mais enfin, il y a aussi des solutions médicamenteuses. Donc, il y a beaucoup de solutions à tous ces effets secondaires. Ouais, et je veux aussi vraiment mettre l'accent sur le fait qu'en général, dans les études, une bonne hygiène de vie permet vraiment de limiter ça. Ouais. Donc, c'est vraiment de plus en plus aussi prouvé qu'on n'a pas ces symptômes ou on les limite grandement si on bouge, on mange bien, on dort bien, etc. Parce que c'est pareil pour la fatigue. En fait, les études de nouveau relatent que beaucoup de femmes en ménopause se sentent extrêmement fatiguées. Pareil, on remarque que si on leur donne plus d'œstrogènes, donc c'est-à-dire que si on repart de l'autre côté, en fait, elles sont pas moins fatiguées. Donc en fait, apparemment, voilà, est-ce que la fatigue est multifactorielle ? Donc une femme qui n'aurait pas de cancer, à qui on donne un peu qui est en ménopause, par exemple. Oui, en ménopause, mais on lui donne une thérapie hormonale de substitution. Ça marche elle n'est pas spécialement moins fatiguée. Voilà. Ouais. Donc finalement, on se rend compte que c'est multifactoriel. Ouais. C'est juste qu'il y a beaucoup de femmes qui renseignent la fatigue et clairement, déjà, le cancer est fatigant dans ce cas-ci. Donc c'est sûr, mais de nouveau pas d'explication biologique. Par contre, sur d'autres choses comme justement la libido ou la sécheresse vaginale, là c'est plus prouvé. Pourquoi ? Parce que les tissus qui sont autour justement du urogénitaux, donc autour de la vessie et du vagin, etc., sont très sensibles à l'œstrogène. Et donc s'il y a des fluctuations d'œstrogène ou des grosses baisses, ça rend ces tissus fragiles. Voilà. Donc ça c'est vraiment logique, rassurez-vous aussi. Et pareil pour les changements cognitifs. Donc de nouveau, comme on avait dit, les œstrogènes ont un impact sur la fluctuation de l'humeur au cerveau, mais aussi sur potentiellement des déficits de mémoire. Donc c'est aussi quelque part naturel. Je pense que le cancer aussi fatigue beaucoup, la chimio aussi. Et donc rassurez-vous, c'est parfaitement naturel. En fait, maintenant on dit oncobrain plutôt que chemobrain, ce que je trouve bien. Voilà, il y a toute cette chimio qui a abîmé, mais on parle de oncobrain aussi, même sans chimio. Donc il y a encore beaucoup de femmes aussi qui se plaignent, que ce soit en hormonothérapie ou sous traitement hormonal, d'avoir des douleurs articulaires ou ostéo-articulaires. Et à nouveau, c'est aussi un symptôme assez flagrant de la ménopause. Et on va essayer justement de vous aider avec des premiers conseils là-dessus. Alors, est-ce que c'est un symptôme qui est rapporté pour les personnes en ménopause, mais pas de cancer, mais un peu plus pour sous hormonothérapie, Oui, et un peu plus sur certains types d'hormonothérapie plus que d'autres, effectivement. Les anti-aromatases où les douleurs articulaires sont plus fortes, notamment ce dérouillage à faire tous les matins quand les gens sortent de leur lit. Il y en a beaucoup qui en parlent, mais dès qu'elles ont fait tous leurs petits exercices et tout ça, elles se remettent en mouvement, ça va mieux, mais c'est vrai que c'est moins sous Nolvadex. Donc voilà. Bon, maintenant, Camille, on te laisse la parole. Comment prévenir ces symptômes ? Enfin, prévenir, je sais pas, comment alléger ou même prévenir ? Alors, actuellement, il n'existe pas encore de recommandations nutritionnelles officielles, car on manque encore d'essais cliniques bien réalisés. Mais par contre, le rôle de la nutrition dans la modulation du risque d'apparition de ces symptômes est de plus en plus étudié. Donc, on peut se baser un peu là-dessus. Donc, en s'intéressant aux mécanismes biologiques, un peu comme Stéphanie l'a expliqué, de tous ces symptômes, plusieurs types d'actions peuvent être mis en place dans votre assiette pour alléger tous ces symptômes et les prévenir. Par exemple, dans la prise de poids, on sait que le métabolisme de base est ralenti. Donc, pour prévenir cette prise de poids, on va opter pour une activité physique régulière, adaptée à nos capacités, ou du moins éviter d'être sédentaire, dans le but de faire de la masse musculaire, qui aide à booster nos dépenses énergétiques. Oui, donc la masse musculaire aide à dépenser plus facilement. Donc, quand on a une plus grande masse musculaire, on brûle plus facilement les calories. quoi. Oui.
C'est ça. Et aussi, pour avoir une bonne masse musculaire, il faut avoir un bon apport en protéines. Pas n'importe quelle protéine. On va éviter tout ce qui est pro-inflammatoire, donc les viandes rouges, par exemple, les viandes transformées, les charcuteries. Viande rouge, il y a toujours ce débat. Ouais. Une bonne viande rouge, de temps en temps, c'est pas mal de fer. Ouais. J'imagine que ça dépend quelle viande rouge. C'est ça. En fait, et en quelle quantité. Voilà, on va essayer les viandes rouges maximum une fois par semaine. Mm-hmm. Parce que c'est pro-inflammatoire, c'est cancérigène aussi, donc on va essayer de pas exagérer et bien évidemment, on va essayer de favoriser les viandes rouges de qualité, donc si possible bio, circuit court, donc voilà, le moins transformé possible. Le moins transformé. Et ça, c'est dans ce cas-là, c'est une viande de bonne qualité. Voilà, une fois par semaine, c'est très bien. Oui, ok. Et en plus, elles ont la qualité d'être très pauvres en graisse pour la plupart d'entre elles. Donc ça peut être aussi intéressant, c'est juste qu'il ne faut pas en exagérer. Mais du coup, on va plutôt s'intéresser aux bonnes protéines, notamment les protéines qui sont plus saines. Donc ça pourrait être des viandes blanches ou des viandes maigres, pas trop polluées aux antibiotiques et pas trop transformées encore une fois. Et il y a aussi tout ce qui est protéines végétales qui est super intéressant, comme les légumineuses. Mais alors, dans ce cas-ci, pour avoir des protéines complètes et bien faire notre masse musculaire, on doit les associer à des céréales. Comme ça, on a tous les acides aminés qu'il faut pour faire nos propres protéines et faire notre masse musculaire. Alors, les œufs, c'est une très, très bonne source de protéines, surtout le blanc d'œuf. C'est assez disponible pour la digestion. C'est des protéines très pures, le blanc d'œuf. Après, il y a le jaune d'œuf où il y a un peu de mauvaise graisse dedans, mais pas tant que ça au final. Et c'est encore plus intéressant si on prend des œufs de poule enrichis en oméga 3. Donc ça, il suffit que les poules soient nourries aux graines de lin parce qu'elles ont la chance de digérer la coque des graines de lin et du coup, ça enrichit le jaune d'œuf en oméga 3. Et de préférence, le jaune d'œuf liquide. Liquide, cru, donc sinon les graisses ça, c'est une très très bonne graisse. Alors, si c'est enrichi en oméga 3. C'est tellement facile à avaler aussi. Le petit œuf à la coque. L'œuf à la coque qui passe tout à fait bien. C'est un peu retour en enfance. C'est délicieux avec les mouillettes. Et voilà. Mais ça reste vraiment une très très bonne protéine. C'est ça. Et les poissons gras, évidemment. Les poissons gras aussi sont très intéressants. Aussi anti-inflammatoire car il y a beaucoup d'oméga 3. Maintenant, on va essayer d'éviter les gros poissons gras, pas trop souvent, parce que ce sont des prédateurs qui accumulent beaucoup de métaux lourds, donc qui sont des toxines. Donc, on va essayer aussi de se limiter à uniquement une seule fois par semaine ces gros poissons gras, donc par exemple le saumon, le thon, qui sont aussi de très bons poissons, mais qu'il faut pas en abuser parce qu'il y a ces métaux lourds. Par contre, les petits poissons gras, donc tout ce qui est sardines, harengs, maquereaux, eux, ils sont plus petits, donc ils accumulent moins tous ces métaux lourds, donc on peut en consommer plusieurs fois sur la semaine. Donc c'est les petits derniers de la chaîne, quoi. C'est ça. Les tout petits poissons, oui, qui sont délicieux. Les anchois aussi. Voilà. Oh, ça c'est encore meilleur, c'est délicieux. À l'apéro. Et donc là, on était en train de parler de ce métabolisme ralenti. Voilà. Donc ça, c'est un des mécanismes qui existent dans la prise de poids. Mais donc du sport, on récapitule donc du sport et des bonnes activités, activités physiques, on va dire. On va pas dire parce sport, que ça pourrait être marcher. Oui. Si on n'a pas la capacité de marcher ou le courage de marcher, on peut prendre des petits poids dans nos mains et faire un peu d'exercice simplement pour stimuler justement tous nos muscles. Oui, et moi j'ai acheté, vous voyez derrière là, j'ai mon petit tapis qui est toujours installé là et j'ai acheté des poids pour mettre à mes chevilles. Ça travaille super bien, quoi. Une journée de travail avec les poids aux chevilles. Je fais des petits exercices pendant les visios. Bon, après, on voit mon corps qui manque, qui descend un petit peu. Mais mine de rien, on peut penser à plein de petites choses. Les élastiques aussi, c'est super chouette. Les élastiques entre les jambes pendant les calls. Donc, voilà. Mais bon, voilà. Quand on a un boulot sédentaire, c'est pas évident. Mais il y a des possibilités d'activité physique, même à la maison et même en travaillant assis. Donc, activité physique et bonne protéine pour cette masse musculaire. C'est ça. Donc ça, c'est pour tout ce qui est histoire de métabolisme ralenti. On sait aussi qu'on a tendance à stocker un peu plus facilement avec cette redistribution de graisse. Donc on va éviter justement toutes ces mauvaises graisses aussi pour l'histoire du cholestérol, etc. Donc pour avoir un bon profil lipidique, on appelle ça. Du coup, on va éviter ces mauvaises graisses. Donc on appelle ça les graisses saturées, les graisses trans. C'est tout saturé et trans, est-ce que c'est la même chose? Il y a des graisses saturées qui sont pas trans. C'est différent. Hein, oui. Alors, les trans, il faut les éviter. Les trans, c'est les pires de pires. Tu peux donner des exemples? En fait, c'est tout ce qui est dans produits transformés. Donc, par exemple, les margarines végétales. En fait, normalement, c'est liquide. Et du coup, on a transformé vraiment la configuration de ces acides gras. Et ils sont devenus trans
pour que cette huile devienne solide. Solide. Donc, c'est des mécanismes absolument... En fait, les gens peuvent lire les étiquettes et ils voient hydrogéné, non? Voilà, c'est ça. Oui. Ou margarine. Et c'est vrai que je voudrais appuyer là-dessus parce que moi, j'en ai mangé tout le temps quand j'étais petite. J'ai encore une discussion samedi avec une amie française sur le fait que ses parents mangeaient constamment et qu'elle devait leur dire qu'il faut arrêter. Et c'est vrai que c'est des choses qui ont été facilement introduites dans l'alimentation parce que justement, ça se tartine facilement et ça évite de splitter dans la poêle comme l'huile. Mais malheureusement, effectivement, 1, ce sont pas des bonnes graisses et 2, c'est pas très bien reconnu par notre corps. Et donc, on en avait parlé lors du podcast numéro 2 ou 3 sur l'assiette idéale et sur la prévention du cancer. Ce sont effectivement des graisses qui sont pas forcément reconnues par notre corps et qui sont donc légèrement classées entre guillemets cancérigènes. Donc, tout ce qui est trans, margarine, c'est pas top pour de multiples raisons. Mais un bon beurre au lait cru, c'est quand même excellent. Voilà, il y a un peu de graisse saturée dedans. Mais du coup, si on prend du cru, c'est beaucoup plus intéressant de prendre un beurre qui a été trop travaillé parce que là, les graisses ne sont pas oxydées à la chaleur. Donc, un peu le matin où on doit faire le plein d'énergie pour accompagner notre œuf à la coque. Pourquoi pas, c'est le moment de la journée où c'est le plus intéressant. Un peu de beurre. Finalement, le petit déjeuner très français. C'est ça. Ça, c'est un peu... Enfin, on en avait déjà parlé, hein. Donc, la baguette blanche avec le beurre et la confiture le matin, c'est un petit peu... À éviter. Oui, à éviter quand on a... Voilà, dans cette période-là, ça passe très bien pour certaines personnes, mais voilà, puisque là, on parle des effets secondaires. Je te laisse continuer, Camille. Donc, dans toutes ces mauvaises graisses, donc acides gras saturés, acides gras trans, il y a tout ce qui est beurre, mais comme on l'a dit, le beurre cru est beaucoup plus intéressant que les autres beurres et margarines. Il y a les viandes grasses, du coup, à éviter, les pâtisseries, les produits laitiers gras. Donc, tout ça, on va éviter et ça contribue aussi à faire augmenter le cholestérol. Donc, on évite cela et on choisit les bonnes graisses, donc celles qui sont plutôt les acides gras polyinsaturés. Donc ça, c'est plutôt tout ce qui est oméga 3, qui sont anti-inflammatoires. Donc ça va aussi avoir un impact sur la douleur parce que tout le mécanisme de douleur où on se rend compte qu'il y a de l'inflammation qui est en jeu. Donc là, c'est super intéressant de se tourner vers ce type de graisse. Alors, j'ai quand même une petite question parce que un bon fromage au lait cru, c'est gras. C'est bon. Oui, voilà. Encore une fois, ce gras-là est pas oxydé. Donc, c'est pas si grave. On en a quand même besoin. Dans les recommandations nutritionnelles, c'est 10% d'acides gras saturés sur la journée. Donc voilà, c'est pas proscrit. Encore une fois, c'est les moins intéressantes comparées aux oméga 3 qui sont anti-inflammatoires. Alors, est-ce que tu peux, parce que tu nous parles des oméga 3 qui sont anti-inflammatoires et qui jouent un rôle important dans le cadre de la douleur, est-ce que tu peux nous donner des exemples d'aliments riches en oméga 3. Bon, même si on connaît un peu, mais un bon petit rappel, piqûre de rappel, c'est donc, bien. on retrouve encore ces petits poissons gras, aussi les grands, mais à favoriser les petits. Il y a tout ce qui est huile, donc huile de colza, huile de lin, huile de cameline. Ça, c'est très important de pas les chauffer, ces huiles-là. Parce manger cru, alors. Ouais, voilà. Donc, comme on fait dans les panades pour bébés, c'est ça, c'est des huiles riches en oméga 3 qu'on rajoute par-dessus de la panade parce qu'on essaye de pas les chauffer, en fait. Et comme ça, le petit a ses apports en oméga 3. En oméga 3. Et donc, nous, dans des salades ou sur un petit poisson vapeur, en vinaigrette. Bon, on peut même les prendre en complément alimentaire, en fait, aussi. Oui, ça existe aussi sous forme de complément alimentaire. Et les noix? Les noix, les oléagineux, les graines de lin, graines de chia. Mais comme je disais, les graines de lin, donc les poules les digèrent, mais nous pas, la coque. Oui. Donc nous, c'est plus intéressant de les concasser. Oui. Ce qui est sympa à faire, c'est de carrément les mixer, donc les broyer, les garder dans un petit bocal au frigo. Pendant une semaine, ça se garde, comme ça les graisses ne s'oxydent pas. Oui, c'est ça. Donc, en fait, ces graisses oméga 3, ça s'oxyde quand même relativement rapidement. Donc, c'est mieux de les garder au frigo. Voilà. Mais même les noix, en fait, moi, je trouve qu'elles se conservent mieux au frigo, en fait, les noix. Oui. Parce qu'au bout d'un certain temps, elles ont parfois une odeur rance, hein. Donc, c'est ça, hein, l'oxydation, hein. Oui. Et alors, on parlait du fait que ça s'oxyde vite, et c'est aussi une raison pour laquelle ces graisses ne font pas grossir. Donc, il faut vraiment pas avoir peur de ces bonnes graisses. Elles s'oxydent vite, donc ça se passe aussi dans notre corps, hein. Donc, quand nous, on ingère ces oméga 3, on va très vite les oxyder, donc on va pas les stocker, contrairement à ces acides gras trans ou ces acides gras saturés. Donc, il faut pas en avoir peur. Ces graisses sont oxydées, donc elles sont rapidement transformées en énergie. Ah voilà, donc tu parles d'oxyder, donc ça veut dire rapidement transformées en énergie. Voilà, c'est ça. Donc tu me rappelles les graisses riches en oméga 3 qui sont vraiment bonnes pour notre santé. Anti-inflammatoires. Oui, anti-inflammatoires. Oxydables rapidement, donc au frais. Oui. Mais le nom, ne font pas grossir. Oui. Et le nom, c'est caméline.
Huile J'ai de jamais lin, acheté huile ça. de cameline. Et huile de lin, il faut pas il faut la consommer assez rapidement. Hein. Ouais. Donc au frigo, mais quand même assez rapidement. Ouais. Oméga 3 et on évite absolument les bouteilles en plastique parce que là, les perturbateurs endocriniens migrent facilement dans tout ce qui est graisse. Donc plutôt bouteille en verre. Ouais, et foncé. Et foncé. Ouais, et foncé. On apprend plein de choses avec toi, Camille. Et au frigo, cameline, je n'ai jamais goûté. Voilà. C'est intéressant C'est bon. une fois de changer parce que ça a des apports différents en oméga 3. Il y en a qui sont plus riches que d'autres. Donc, Et le goût voilà. de l'huile de cameline, c'est bon? moi, je trouve ça fort semblable à celle de colza. Et que j'aime bien, moi. J'adore. Et lin, j'adore. Voilà. Et noix, Et noix. j'adore. Bon, on a appris beaucoup sur tout ce qui est anti-inflammatoire et oméga 3. Alors, une autre chose aussi qu'on sait, c'est qu'on stocke encore une fois rapidement. On va éviter les gros pics de glycémie aussi dans son alimentation. Parce que quand on a un gros pic de glycémie, l'excès de sucre dans le sang va venir se stocker sous forme de triglycérides dans le tissu adipeux, donc dans notre gras, dans notre masse graisseuse. Aussi, une autre raison pour laquelle on devrait éviter les gros pics de glycémie, tout simplement parce que ça crée des hypoglycémies réactionnelles. Donc, c'est le gros coup de pompe. Donc, typiquement, après la baguette avec la confiture, on risque 1 ou 2 heures après d'avoir un petit coup de pompe, envie de grignoter, transpiration, etc. C'est pas qu'un petit coup de pompe, c'est un gros coup de pompe. Quoi. Voilà. Ouais. Et là-dessus, on reprend un peu de sucre parce qu'on sent qu'on est en hypoglycémie. Oui. Quoi. On va renvoyer aux autres podcasts. C'était le podcast sur, vous me rappelez, Comme la l'assiette idéale. l'assiette idéale, où on a parlé on a parlé beaucoup du sucre sur aussi. la prise de poids aussi. C'est Oui, ça. exactement. Tous ces podcasts-là. Hein. C'est ça. Ouais. Et je voudrais aussi renvoyer sur Zest parce que moi je me dis, on donne beaucoup d'informations ici. C'est clair que c'est dur parfois à assimiler d'un coup. Et parfois on parle d'index glycémique. On en avait parlé pendant le podcast justement du sucre, etc. et de la prise de poids. C'est vrai que c'est dur de savoir c'est quoi une céréale complète, c'est quoi que sont les aliments riches en oméga 3. Sachez aussi que par exemple sur Zest, il y a justement ces exemples-là. Quand on dit riche en oméga 3, qu'est-ce que ça veut dire? Quel type d'aliments? Dans quel type de recettes les retrouver? Je sais que c'est dur de s'en sortir et donc justement, en tout cas sur Zest, vous avez aussi un résumé et chaque fois des explications de où trouver quoi. Oui, c'est ça. J'ai pas envie que vous ayez une indigestion en écoutant ce podcast, mais sachez que voilà, tout est sur la plateforme Zest. Donc, je dis la plateforme, mais l'app en fait. Oui, tout à fait. L'app et même ceux qui préfèrent consulter sur l'ordinateur, tout est sur l'ordinateur aussi. Un petit mot là sur ces pics de sucre. Oui, justement, en parlant de Zest, je viens de penser qu'on a aussi tout un article de blog consacré à ces pics de glycémie, etc. Et aussi un workshop. Donc là, c'est une vidéo avec des schémas, des diapos et tout, qui explique schématiquement comment ça se passe, ces pics de glycémie dans notre corps. Qui sont vraiment compliqués à gérer. Hein. Moi, je vois avant, avec mes consultations de nutrition, finalement, c'était le problème qui revenait le plus souvent, de personnes qui grignotent en fin de journée, elles comprennent pas pourquoi, mais parce qu'elles ont été en pouf, up and down toute la journée à cause de leur... Alors, je pense qu'il y a des gens qui sont peut-être un peu plus sensibles aussi à ça. Mais voilà, donc je te laisse continuer. Je coupe tout le temps, je suis désolée. Non, pas de problème. Mais du coup, pour éviter ces pics de glycémie, on va plutôt se tourner vers des aliments à index glycémique bas. Donc, tout ce qui est céréales complètes. Dans les féculents, on va plutôt favoriser des petites pommes de terre cuites en robe des champs, donc style les mini-grenailles, parce qu'il y a plus de fibres. Du coup, ça ralentit la digestion du sucre et on évite un trop gros pic. Au niveau des repas, on va plutôt... Donc, pâtes blanches, je peux te demander, donc des pâtes blanches, des baies de pâtes blanches. C'est pas très gentil, mais... Des pâtes blanches bien cuites, ça, on évite parce que ça fait fort monter la glycémie. Mais les gens ont du mal à imaginer que ça agit vraiment comme des morceaux de sucre dans le sang. C'est ça. Baguette aussi, pareil. Bon, il n'empêche qu'on peut quand même prendre une petite baguette bien le samedi sûr, ou le dimanche, bien sûr. mais si on est sujet à ça... Tout est une question d'équilibre. L'équilibre se fait sur la semaine. C'est pas parce qu'un jour, vous avez mangé un morceau de baguette que tout est foutu. On peut se rattraper sur... Et à la limite, si on prend de la baguette, on peut peut-être justement mettre des protéines... C'est ça. En fait, voilà, on y vient. Justement, on peut rendre nos repas à charge glycémique pas trop élevé. Donc, en fait, quand on a un aliment très glucidique comme la baguette, par exemple, on va essayer de rajouter des protéines, du bon gras, des fibres pour ralentir l'impact sur la glycémie, donc pour avoir un léger pic de glycémie. Donc par exemple, de l'avocat et du saumon sur la baguette. C'est ça. Ou alors une bonne purée d'oléagineux, de la pâte d'amande, de cacahuètes. Et si vous aimez bien le chocolat noir, voilà, ça peut s'accompagner d'un petit morceau de chocolat noir si vous êtes plutôt sucré. Bon, mais c'est parfait. Voilà. Pour revenir sur les exemples de pâtes blanches bien cuites,
plutôt al dente du coup, parce que ça prend plus de temps à digérer, et complète, c'est l'idéal. Pareil, pain complet, donc riz basmati, que de quinoa. passer de la pâte blanche à une pâte complète. Tu peux nous donner des exemples de pâtes complètes. Enfin, ça peut être du blé ou ça peut être Ou de plein d'autres, l'épeautre aussi. de l'épeautre, et c'est bon en plus. Mhm. Et franchement, c'est le bon moment parce que je trouve que maintenant, dans les magasins, il y a de plus en plus d'offres, aussi d'offres marque blanche, pas trop chères, justement de pâtes complètes. Il y a au moins maintenant 3-4 marques au moins qui font ça. Pareil, si vous cherchez du riz, il y a d'office du riz complet. Donc, ce que je veux dire, c'est que maintenant, c'est aussi le bon moment pour trouver chaque fois et regarder les étiquettes, voyez s'il est marqué complet dessus. Alors, pour le pain, parfois, c'est pas toujours 100% complet, mais c'est déjà mieux. Même du riz basmati, ça existe du riz basmati complet. Donc, il y a pas mal de choses qui existent. Et il faut juste un peu plus de temps pour le cuire, tous ces riz complets, mais c'est quand même délicieux. On est plus vite rassasié, on se sent mieux après. Et je trouve que c'est le moment aussi d'éduquer les enfants à ça, en fait. Oui, tout à fait. Donc, des exemples de repas. C'est ça que tu voulais... Oui. Alors, on va commencer avec le début de la journée. Le petit déjeuner, ça peut être sucré ou salé. Si on a tendance à avoir toujours beaucoup d'envie de sucre, vaut mieux commencer par un salé pour pas nourrir cette envie de sucre, comme le sucre appelle le sucre. Maintenant, selon les préférences de tout à chacun. Mais petit déjeuner salé, par exemple, l'idéal, ce serait ce pain complet avec du saumon, de l'avocat. Donc là, on a plein de bons gras pour faire le plein d'énergie dès le début de la journée. Des œufs. Des œufs aussi, une omelette avec des petits légumes dedans ou alors un petit œuf à la coque. Accompagné aussi, ça pourrait être par exemple un morceau de fromage à longue fermentation au lait cru. Oui. Et du coup, pour le petit déjeuner sucré, donc ça peut être aussi être du pain complet avec cette purée de lait agineux, un petit morceau de chocolat. Ou alors, si vous aimez bien les bowls, ça pourrait être, par exemple, un yaourt entier, du coup, donc pas transformé, 0% maigre, etc. Vaut mieux prendre le vrai yaourt entier ou alors le kéfir aussi, très sympa parce qu'il y a plein de probiotiques dedans. L'accompagner de céréales complètes, par exemple de l'avoine, un peu de lait agineux dedans, des graines de chia, des fruits rouges surgelés, par exemple les framboises surgelées, on en trouve toute l'année, donc ça c'est super pratique. Et si vous aimez bien un petit peu de pépites de chocolat noir, pourquoi pas. Et là, ce qui est intéressant, c'est de rajouter un peu de cannelle, qui est aussi une épice anti-inflammatoire et hypoglycémiante aussi. Donc, super intéressant comme épice. Et granola, tu peux peut-être nous mettre en garde contre tous ces granolas qui sont extrêmement sucrés. Oui, il y a des granolas très sucrés, très transformés, etc. Donc, des fois, on voit la liste d'ingrédients, ça fait plus de 5 lignes et là, c'est pas bon signe. Bon, maintenant, dis-nous, en fait, il faudrait idéalement qu'il n'y ait pas plus de combien. Enfin, quand on lit les étiquettes. Idéalement, c'est 1 ou 2 lignes d'ingrédients et il faudrait savoir ce que sont les ingrédients qui se trouvent dans la liste. Si vous voyez des noms d'autoroute E400, quelque chose. Oui, c'est ça, des noms d'autoroute. C'est mauvais signe. Mais on en trouve quand même. Il y a des marques belges vraiment sympas qui sont très clean. Donc, il y a moyen de trouver des produits intéressants. Des granolas intéressants. Hein. Voilà, c'est ça. C'est bambou. Ouais. Voilà, justement. Mais on peut le mentionner, bambou. Sinon, le muesli aussi. Hein. Le muesli, en général, c'est un mélange d'avoine avec des graines toutes faites, etc. Parfois c'est délicieux. Des raisins secs. Et c'est moins transformé et moins sucré. Le granola, le problème, c'est qu'on ne sait pas le niveau de sucre qu'ils mettent dedans quand ils le cuisent. Quand ils le cuisent. Donc, Mais bambou, je le conseille justement avec passion. Oui, mais je crois qu'ils sont en France aussi, justement. Donc, alors, on passe au déjeuner. Un déjeuner éventuellement froid quand on est au bureau et un chaud. Qu'est-ce que tu nous conseilles? Alors, pour le déjeuner froid, version repas tartine, ça pourrait être par exemple, encore une fois, du pain complet, une petite omelette aux légumes, un petit potage ou une petite soupe avec. Maintenant, si on a des restes de la veille, ça c'est vraiment l'idéal pour composer sa lunchbox. Ça pourrait être par exemple une petite conserve de sardines, un peu d'houmous. Il y a des gros crackers aux graines sur lesquels on pourrait tartiner un peu de houmous et prendre tout simplement un reste de légumes de la veille. Un avocat, un œuf dur. Un avocat, voilà aussi. Il faut s'organiser en fait, faire cuisiner plus la veille. C'est ça. Oui. Et je pense à quelque chose qui m'a été dit récemment. On pense toujours qu'on peut pas manger chaud 2 fois. En tout cas, en Belgique, et je pense parfois en France, on se dit, en France, c'est différent parce que souvent, justement, le lunch est chaud.
Mais en tout cas, il y a une croyance chez ma Mais belle-mère. c'était à l'époque, Oui, mais c'est toujours qu'on le nous cas. Moi, disait j'ai encore ça. beaucoup d'amis où c'est comme ça. Et en fait, c'est... D'où ça vient, quoi. Oui. Je pense que c'est se dire, il y a une tartine, c'est moins calorique qu'un repas chaud, alors que justement, vous risquez d'avoir une tartine de pain blanc ou un sandwich baguette que vous achetez au coin de la rue, qui, après 2 heures, vous donne faim. Donc, en fait, croire que c'est moins calorique qu'un repas chaud que vous aurez pris à midi et au soir, je pense que c'est désuet. Et je tenais à le dire qu'il fallait pas penser comme ça, il faut pas penser en chaud-froid. Mais surtout, et en plus, là, on est en plein hiver. C'est vrai que le podcast va être écouté en été, mais on aime bien avoir des choses bien chaudes en hiver aussi. Oui, et des choses plus fraîches. C'est plus complet, c'est des produits de saison, donc c'est important. Mais bon, voilà, c'est vrai. Je crois que c'était vraiment une croyance. Je sais pas très bien comment ça fonctionne en France par rapport à ces... Je sais pas. Parce que je vois quand même souvent la baguette à midi. Donc, un repas chaud, donc des restes de la veille. C'est ça, des restes de la veille, ou carrément, si on a l'occasion de se faire un repas chaud, le cuisiner, mais on est occupé, oui. Donc voilà, vaut mieux prendre des restes de la veille. Maintenant, si c'est le repas du soir, repas chaud, par exemple, version végétarienne, ce qui est super sympa, c'est les dalles de lentilles corail avec un peu de riz complet ou riz basmati. Voilà. Un chili sin carne. Un chili sin carne en burrito aussi, ça marche super bien, ça. Ouais. Ou accompagné d'un peu de riz aussi, ou des quinoa bowl. Ça aussi, ça marche bien le midi parce qu'il suffit d'associer les aliments. Oui, c'est facile et on en trouve partout aussi. En France, tous ces bowls avec du saumon cru, des avocats et une base de riz ou de quinoa, c'est quand même délicieux, quoi. C'est ça. Goûter, très important quand même. Très important. Mais justement, tu prenais l'exemple d'avoir envie d'un morceau de baguette et de confiture. En fait, vaut mieux le prendre au goûter pour cette fameuse sérotonine, l'hormone de la bonne humeur. Donc, si on a un petit coup de mou, justement, ces sautes d'humeur, etc., un petit manque de sérotonine, un état un peu dépressif, etc., c'est très important d'avoir ce goûter un peu sucré, parce que ça aide justement à potentialiser cette synthèse de sérotonine. Donc, le sucre, autant prendre des bons sucres, ceux d'un fruit. Mais pour pas avoir un trop gros pic de glycémie, on peut l'accompagner de quelque chose de gras, protéiné et qui contient des fibres. Donc, l'aliment idéal, encore une fois, c'est les oléagineux, donc les noix, les amandes, les noisettes, etc. Donc, quand on prend son morceau de fruit, on pense à prendre 2-3 petites amandes à côté, qui vont diminuer ce pic de glycémie. C'est ça. Alors, c'est vrai que dans les croyances, mais enfin, c'est des fruits c'est bon pour la santé, on peut en manger tant qu'on veut. Non, en fait, ça reste quand même sucré, quoi. Voilà. Donc, après, il y en a qui sont plus sucrés que d'autres. Oui, c'est ça. Les fruits rouges sont moins sucrés, mais les fruits rouges en hiver, c'est plus compliqué. Donc voilà. Et le verre de jus d'orange, on va refaire une petite mention du verre de jus d'orange qui avait très bien fonctionné dans l'autre podcast. Le verre de jus d'orange, ça autant manger l'orange entière, parce que dans le verre de jus d'orange, on n'a pas toutes les fibres du fruit, ça perd de ses vitamines, et on a beaucoup de sucre, autant que dans un soda. Donc on évite le verre de jus d'orange. Et comme je dis, une fois de temps en temps, c'est tout à fait acceptable. Ça doit rester une boisson plaisir, mais pas une boisson de tous les jours. Oui, exactement. Et si je peux résumer justement les 3 parties qu'on a données ici, parce que c'est vrai que ça fait, je pense, beaucoup d'informations, c'est que je pense que c'est par rapport au régime qu'on a en Belgique, en France, en Europe, on va fort vers les céréales simples, raffinées, vers justement les pâtes simples, la baguette, etc. On va fort vers beaucoup de viande, etc. Et donc ici, ce qu'on essaye de proposer, c'est des nouvelles protéines. Voilà, on a donné des exemples de protéines peut-être plus végétales ou des protéines plus maigres et moins riches en mauvaise graisse. Pareil, justement sur les côtés graisse, on a proposé justement les oméga 3 et tout ce qui contient des bonnes graisses avec les huiles de lin, de colza, etc. Et sur la partie céréales complètes justement pour la partie féculent. Donc je pense que ce qui est important, c'est de se dire, voilà, est-ce que je mange raffiné tous les jours? Est-ce que je mange blanc tous les jours dans mes céréales? Est-ce que je mange souvent de la viande? Et est-ce que je peux remplacer ça par des bons poissons, par des bonnes huiles? Et avoir déjà ces 2 premiers réflexes-là, je pense que ça aide pas mal. Et à la fois, comme on l'a dit, l'important ici, c'est à la fois pour le métabolisme, mais aussi pour l'inflammation et donc pour la douleur. Oui, parfait. Bon, maintenant, on va parler de manière un peu plus pratique de un conseil par symptôme, parce que sinon, on va complètement se perdre. Mais heureusement, l'algorithme de Zest peut nous aider plus facilement. Donc, retenons un conseil par symptôme. Est-ce que tu peux les passer en revue et nous donner un conseil nutritionnel par symptôme?
Alors, par exemple, pour les bouffées de chaleur, ça c'est un peu particulier. C'est des choses à éviter dans son alimentation ou dans sa pratique. Par exemple, on va éviter tout ce qui est café, thé, les plats chauds, surtout les plats épicés, parce que ça contribue à favoriser ces bouffées de chaleur. Et on évite aussi de fumer parce que la nicotine augmente toutes ces bouffées de chaleur. Oui, donc et activité physique et yoga, ça a été prouvé. Il semblerait, oui, que ça diminue justement la survenue de ces bouffées de chaleur. Oui, donc en fait, dans ce cas-ci, on parle plus d'aliments à éviter plutôt c'est qu'à rajouter. Ouais. Quoi, oui. Au niveau des douleurs articulaires, ça, on en a un tout petit peu parlé durant ce podcast, mais on va favoriser plutôt ce qui est anti-inflammatoire, par exemple les oméga 3, donc les petits poissons gras, les bonnes graisses, les huiles, etc. Oui. Pour les troubles de l'humeur, ça aussi, on en a déjà un peu parlé. Si on a un petit état dépressif, des petits coups de mou, etc., bien penser à se goûter avec des bons sucres et les oléagineux ou alors un petit yaourt. Et ce qui est intéressant à rajouter, c'est le petit morceau de chocolat noir qui a un petit effet antidépresseur parce qu'il contient du tryptophane, qui est le précurseur de la sérotonine, en fait. Et ça, vous avez justement aussi, c'est bon. Et du magnésium aussi, qui permet de diminuer la vulnérabilité au stress. Donc super intéressant. Et vous avez justement tout un article qui est consacré au chocolat sur Zest. Chocolat noir, on est bien d'accord. Oui, c'est ça. On parle de combien de pourcents? Au moins 70%. 70%. 70%. Pour les Français. Et je tiens à dire que dans le chocolat, d'ailleurs, il y a différentes marques. Donc parfois, vous allez tester du 70, même du 80%. Et vous allez dire, c'est super amer, etc. Et en fait, ça dépend vraiment des marques parce que la composition, quand même, en cacao ou en masse graisseuse de cacao diffère. Mais il y en a vraiment des super bons. Donc ne vous désespérez pas au premier 70% que vous testez. Testez-en d'autres parce que je pense que vous pouvez trouver ce qui vous plaît. Mais les Lindt sont un peu plus amers. Enfin, moi, j'aime bien. Mais qu'est-ce que toi, tu aimes? Mais par exemple, justement, dans le Côte d'Or, qui je pense est aussi distribué en France, le 86%, on le trouve, nous, au bureau, meilleur que le 70%. Et plus doux et plus onctueux. Mais le Côte d'Or est, je trouve, plus sucré. Mais potentiellement. Mais c'est parce que c'est aussi la masse en cacao graisseuse, parce que c'est un mélange, effectivement, de cacao pur, la poudre de cacao, de graisse de cacao, et donc ça dépend de la composition qu'ils mettent. Et dans tous les cas, ils peuvent dire 86%. Mais ça reste un niveau élevé de cacao dans tous les cas, même si certains sont plus riches, du coup, en glucides, ou certains plus riches en lipides. Mais ce que je veux dire, c'est tester plusieurs marques, parce que sinon, on a tendance à catégoriser le chocolat noir comme étant 100% amer, et je pense qu'il y a vraiment des marques qui peuvent... Non, et puis quand il y a des noisettes dedans, ou des amandes salées, c'est délicieux. Exactement. Et des marques bio, peut-être plutôt privilégier ça. Oui, sûrement. Et puis voilà, il y a des fair trade aussi, parce qu'on sait que c'est pas toujours les meilleurs circuits mondiaux, mais bon, voilà. C'est vrai que ça pousse pas dans notre jardin, quoi, malheureusement. Et dernier effet secondaire, la fatigue, qui est un fameux morceau, celui-là. Ce qui est intéressant à faire au niveau de son alimentation, c'est de bien structurer son alimentation, essayer de plutôt avoir une pyramide inversée, c'est-à-dire qu'on mange plus au petit déjeuner et au déjeuner pour vraiment faire le plein d'énergie. Donc, un bon petit déjeuner qui contient du bon gras, un peu d'acide gras saturé et un déjeuner bien complet. Donc, l'assiette typique, c'est une moitié de légumes, un quart de féculents, un quart de protéines. Le goûter qui favorise la sérotonine et qui se transforme ensuite en mélatonine le soir, pour faire l'hormone du sommeil. Oui. Et le soir, du coup, on va plutôt opter pour un repas léger, digeste, qui va pas entraver la qualité du sommeil et qui est nécessaire justement pour bien récupérer. Donc, avoir une bonne énergie. Il y a quelqu'un qui disait, en fait, il y a beaucoup de gens qui dorment, qui digèrent, en fait, pendant la nuit. Pendant la nuit, au lieu d'avoir un sommeil réparateur, mais qui ont un sommeil digestif, quoi. C'est donc, ça. c'est... Mais moi, j'ai quand même une question là-dessus, personnelle aussi. C'est que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans le fait qu'on mange en famille le soir, ou on sort, on voit des amis. Donc, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est pas toujours facile à mettre en place. Donc, pour quelqu'un qui mange chaud le soir, un vrai repas, entouré de sa famille ou de ses amis, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller? Parce que je veux dire, le repas du pauvre, je trouve ça dur à implémenter parce que il y a un caractère social en France et en Belgique sur l'alimentation qui est génial aussi, etc. Donc, est-ce qu'on doit peut-être manger alors plus protéiné le matin et le soir des protéines plutôt végétales? C'est plus intéressant de manger plus protéiné le matin. En tout cas, les protéines animales sont plus intéressantes le matin pour favoriser justement les neurotransmetteurs dopamine, noradrénaline, qui sont impliqués dans la concentration, la motivation, etc. Et le soir, on va plutôt aller sur des protéines un peu moins dynamisantes, style les protéines végétales. Donc, les repas végétariens sont plus intéressants le soir. Donc, on peut faire un bon repas en famille, repas végétarien. Des pâtes aux légumes, quoi.
Voilà, et une bonne astuce pour profiter de ce repas en famille, c'est de tout simplement manger lentement, à son aise, et de profiter de ce moment-là. Moi, je mange hyper vite aussi. Voilà, ça, c'est important. Et ça aide déjà à la digestion, parce que la mastication, c'est la première étape de la digestion. Bien sûr. Donc, super important de bien prendre son temps. Oui, je tiens à dire aussi, pour l'avoir expérimenté il y a peu, qu'effectivement aussi, comme on parlait de pâtes complètes ou de pâtes al dente, rien que si vous mangez des pâtes blanches que vous cuisez beaucoup, vous les avalez en 1 seconde, quoi. Il faut pas mâcher, ça quoi. glisse, quoi. Ça glisse. Et donc, c'est vrai que j'ai remarqué l'autre jour, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que si on les cuit trop, en fait, on a fini son plat en 2 minutes, on n'a pas eu le temps d'avoir le sentiment de rassasiement qui arrive au cerveau. Et donc, finalement, on est dans une boucle spirale négative où on veut 3 desserts. Et donc, je trouve ça intéressant aussi de se dire, plus vous allez vers du complet, plus vite ça va vous caler. Mais en plus, si vous les cuisez dans le cas des pâtes plus al dente, ce sera pareil. Donc, il y a beaucoup d'avantages vraiment à se tourner vers du complet et vers du moins cuit. Pareil pour du cru ou une salade qui vous met du temps à mâcher. Sinon, en fait, pour les gens comme moi, leur repas, il est vite passé. Mais même les légumes, quoi. Hier, on cuisait des carottes. Oui, si c'est trop cuit. Si c'est trop cuit, c'est avalé en 2 secondes. Là, on mâche pas une carotte. Moi, je vais d'ailleurs souvent, je dis, oh, ma cuisson est arrêtée. Vous pouvez continuer si vous voulez, mais la mienne est arrêtée, quoi. Donc, et manger beaucoup plus tôt, alors. C'est ça. Ça, c'est vraiment l'idéal. Après, ça dépend aussi de l'organisation, de la famille, les contraintes, etc. Oui. Ouh là là, c'est beaucoup d'infos. On a tourné plus longtemps que les autres podcasts. Moi, j'aimerais vraiment qu'on fasse de nouveau un lien vers cette plateforme Zest, qui est quand même une mine d'informations, une boîte à trésors, et qui enlève toute notre charge mentale. Qui allège notre charge mentale, on va dire. C'est ça, parce que, en tout cas, même moi, je me sens perdue de tout ce qu'on a dit aujourd'hui. C'est pas facile quand on vient effectivement d'une alimentation avec plus de céréales raffinées, etc., et qu'on a plein de symptômes, de savoir comment est-ce qu'on implémente tout ça. Et nous, le but, en tout cas, c'est de vous proposer sur la plateforme, comme je le disais, des recettes directement, des conseils, des propositions qui combinent tous ces paramètres pour ne plus devoir réfléchir. Pour ma fatigue, je dois faire ça. Pour justement mes bouffées de chaleur, je dois faire ça. Non, tout est combiné. C'est l'avantage avec une option, comme je disais, de liste de courses, de livraison, si vous voulez, même partout en France et en Belgique, pour vous faciliter la vie, quoi. Le but, vraiment, c'est cet aspect d'avoir un impact sur votre bien-être et votre qualité de vie et vos symptômes, en ayant ce côté facilitation de la vie, qui, on sait, dans le cancer et aussi dans l'après-cancer, extrêmement compliqué, quoi. Donc, Et est-ce que tu peux juste nous expliquer combien de temps ça prend pour faire le questionnaire quand on arrive sur la plateforme? C'est un questionnaire de 20-30 questions. Ça paraît long, mais sincèrement, ça prend même pas plus de 5 minutes. C'est des questions assez dynamiques. Le but pour nous, c'est d'évaluer vraiment surtout la sévérité de vos symptômes. Est-ce que c'est vraiment handicapant ou pas pour vous? Il y a certaines personnes on prend aussi en compte vos médicaments, par exemple, justement pour voir s'il y a des interactions avec le pamplemousse, la caféine. Donc, on essaie d'aller assez loin dans le détail juste pour être sûr qu'on vous propose les bons conseils. C'est important. Ça va assez vite, sincèrement. Oui. Et puis après, dès qu'il y a des symptômes qui changent ou que ça va mieux, on adapte en fait le questionnaire. Voilà, donc à chaque évolution de santé, imaginons, vous n'êtes pas fatigué, mais en un coup, à cause de tel ou tel traitement, vous êtes fatigué, vous avez tel ou tel symptôme, hop, vous les renseignez sur la plateforme, vous actualisez l'état de santé. Donc il y a un petit rappel pour actualiser le profil. Il y a plusieurs endroits où on vous incite en tout cas à le faire. Et le but, c'est que vous allez voir à chaque fois que vous faites ça, vous avez des nouveaux articles qui vont apparaître, qui vont vous être suggérés. Les conseils peuvent changer aussi, les recettes aussi, si certaines sont devenues délétères pour vos symptômes, parce qu'elles peuvent aggraver ces nouveaux symptômes-là. Donc, on fait vraiment attention de chaque fois réactualiser tout par rapport à vous. Et c'est aussi fait pour votre famille. Donc, c'est focalisé sur la personne qui a des problèmes ou qui a envie d'améliorer certains paramètres de santé. Mais par contre, toutes les portions des recettes, etc., sont adaptées à votre ménage. Et vous pouvez nous dire, moi, j'aime pas les pâtes complètes ou j'aime pas l'indien, les dalles, ça me dit rien du tout. Pas de souci. On prend ça en compte pour justement éviter de vous proposer des choses. Et pareil, vous les cuisinez en moins de 20 minutes, hop, on vous propose pas des plats qui prennent 3 heures, quoi. Donc, et par exemple, quelqu'un qui était très bœuf bourguignon, des plats en sauce et tout ça. Donc, la plateforme aussi offre des conseils selon les préférences aussi des personnes. Hein, tout à bien fait. d'accord. Donc, nous, on n'est vraiment pas chez Zest. Donc, déjà, on n'est pas dans les régimes. Il n'y a pas de régime. Et on n'est pas dans les restrictions. Donc, c'est-à-dire que vous allez retrouver justement une fois de la viande rouge par semaine. C'est des propositions qu'on vous fait. Donc, vous allez peut-être voir une proposition de viande rouge, les autres pas. C'est-à-dire qu'on ne vous empêche absolument pas de le faire. On va effectivement, du coup, sélectionner sur la plateforme des recettes qui ont de la viande rouge, mais qui sont quand même riches en légumes et qui sont cuisinées avec peut-être des bonnes graisses, etc.
mais vous allez avoir des choses qui sont justement proches de vos habitudes alimentaires. On a tout un côté qu'on a travaillé avec une université ici en Belgique de data science pour essayer de vous proposer des recettes qui vont vous plaire instantanément. Bon, ça apprend au fur et à mesure, donc il faut jouer. Plus vous jouez avec la plateforme, plus normalement elle devrait vous proposer des recettes qui vous conviennent. Elle va nous connaître, en fait. Plus elle nous connaît, oui. Voilà, mais est-ce que c'est ça qui est dur? C'est effectivement de pouvoir implémenter des recettes, mais je pense qu'il y a aussi un côté d'éveil aussi. On va vous proposer des choses qui vous éveillent à des nouvelles choses. On a parlé de graines de chia, de graines de lin. Parfois, c'est très nouveau. Je pense que justement, le fait de pouvoir, après avoir une liste de courses et se la faire livrer, ça va aussi vous permettre de découvrir des nouvelles choses et de tester des nouvelles choses dans l'alimentation. Génial, oui. C'est le bon moment pour le faire, de prendre soin de soi avec cette hormonothérapie et c'est finalement la deuxième partie du traitement, donc c'est important. Merci de tout cœur Stéphanie et Camille. Est-ce que tu peux nous expliquer le petit code soutien que les personnes peuvent utiliser sur la plateforme? Tout à fait. Donc ça nous importait aussi de pouvoir vous offrir au moins minimum 1 mois gratuit quand vous arrivez sur la plateforme Zest Cancer pour que vous testiez un petit peu ce qui vous va et que vous puissiez avoir accès à toute une librairie d'articles et d'astuces de santé entièrement gratuitement le premier mois. Et donc, en écoutant ce podcast, il vous suffit, quand vous allez sur zestcancer.com ou vous téléchargez l'application Zest sur votre téléphone, vous introduisez le mot de code soutien aux endroits où on vous demande des codes d'accès et vous aurez directement 1 mois gratuit sans devoir débourser quoi que ce soit. Et en 1 mois, on peut déjà bien voir Exactement. Si ça plaît, voilà, si ça aide. Sans obligation, sans engagement. Voilà. Et est-ce que tu peux nous expliquer aussi tout ce qui est coaching en ligne? C'est ça. En fait, vous avez 2 options sur Zest en fonction de qui vous êtes. Vous êtes plus dans le côté recette, implémentation ou le côté accompagnement. Et donc, vous avez, après ce mois gratuit, le choix de pouvoir être suivi aussi et d'avoir un coaching additionnel par notre équipe de diététiciens nutritionnistes, autant en France comme en Belgique, qui vous propose des consultations en ligne, mais aussi tout un suivi via chat, via message pour répondre à vos questions qui parfois sont très nombreuses et vous accompagner dans cette période qu'on sait pas facile, forcément pour tous, évidemment, de nouveau en hormonothérapie. Merci beaucoup. Merci à toi. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous désirez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, comme à l'école, 5 étoiles, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux, parce que c'est grâce à vos commentaires, vos étoiles, vos partages, que le podcast pourra aider plus de monde encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, se serrer les coudes tous ensemble, partager nos joies, nos peines, et célébrer toutes nos petites victoires. Si vous aussi, vous désirez partager votre histoire, n'hésitez pas à m'envoyer une petite vidéo témoignage de 5 à 10 minutes avec les thématiques que vous souhaitez aborder. Et puis, dernière petite chose, Naître princesse devenir guerrière a lancé sa page sur Tipeee, une plateforme de soutien pour aider les créateurs de contenu, les podcasteurs, les artistes à vivre de leur passion. Comme vous pouvez l'imaginer, le podcast représente un énorme investissement en termes de temps, de travail et de moyens. Un effort qui m'est rendu évidemment au centuple, grâce à tous vos mots doux, vos écoutes, vos commentaires, vos encouragements et j'en passe. Et pour tout cela, merci de tout cœur. Mon intention aujourd'hui est de pouvoir rendre le podcast pérenne et qu'il puisse s'autofinancer. Alors recevoir le soutien de mes auditeurs serait le plus beau des cadeaux. Un petit montant, 1 euro, 2 euros, 5 euros peut faire une énorme différence. Si vous désirez me soutenir, toutes les infos sont dans la description de tous les podcasts. Et je tiens vraiment à dire quelque chose de très important. La gratuité de mon podcast est et restera ma grande priorité, quoi qu'il arrive. Je veux qu'il puisse aider le plus grand nombre, peu importe les moyens. Je vous embrasse tous très fort et prenez bien soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine.